Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans Politique et Économie avec notre invité Philippe Fabry. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Fabry, vous êtes docteur en droit, historien du droit et avocat. Vos deux derniers ouvrages publiés à quelques mois d'écart, les voici: Le président absolu, la Ve République contre la démocratie et la chute de l'Empire européen, publié chez Scripta Manant, qui seront disponibles sur la boutique officielle de TV Liberté. Avant de commencer cet entretien, excusez-moi, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, de nous laisser vos commentaires et de partager cette vidéo pour un meilleur référencement sur Internet. Philippe Fabry, on va commencer par le dernier de vos ouvrages, donc le voici, La chute de l'Empire européen. À ce propos, vous dites que l'Union européenne est aujourd'hui structurellement un État de type impérial, autoritaire. Comment cette évolution autoritaire s'illustre-t-elle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je pense qu'elle est très visible avec les pouvoirs importants que s'est notamment arrogé la Commission de Mme von der Leyen dans le cadre des 2-3 dernières années qui ont été des années de crise sur à peu près tous les plans. On l'a vu, il y a eu la pandémie, puis il y a eu la guerre en Ukraine, qui à chaque fois ont été des occasions finalement pour cet organe qu'est la Commission de s'arroger des prérogatives, de donner des directions politiques souvent dans des proportions qui pouvaient ne pas être pas relevées de ses fonctions constitutionnelles à l'échelle de l'Europe. Par exemple, quand assez rapidement Mme von der Leyen a parlé de fournir du matériel aux Ukrainiens, à l'armée ukrainienne, ce qui relève encore des États. Donc on a vu beaucoup cette volonté de coordonner, parfois un petit peu de force, l'action à l'échelle européenne. C'est pas nouveau, c'est souvent le cas qu'en temps de crise comme ça, c'est les embryons de pouvoir central qui en profitent, justement, en tablant sur le fait qu'il faut se coordonner, et donc naturellement c'est cet organe-là qui s'en est emparé. Et le problème, c'est que cet organe-là, la Commission européenne, est un organe exécutif qui est très peu responsable devant le Parlement européen, qui est le véritable organe démocratique en fait de ce système-là, puisque dans le système européen, la Commission, donc, qui est l'organe exécutif de l'Europe, est elle-même l'émanation principalement du Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement européens. Donc c'est de l'exécutif au carré, j'ai envie de dire. Et là-dedans, le rôle parlementaire est réduit à minima. À tel point que si le Parlement doit valider l'entrée en mission de la Commission, il n'a pas de possibilité de censure. Ça a été instauré il y a quelques années, mais comme ça se fait à 2/3 du Parlement, on voit déjà chez nous les difficultés qu'il y a à voter des motions de censure à la majorité absolue du Parlement. Alors à 2/3, c'est véritablement purement théorique, quoi. Et donc la Commission profite de cette position tout à fait dominante, du fait qu'en plus elle a le monopole de l'initiative législative, ce qui est un signe quand c'est l'exécutif qui a seul l'initiative législative, c'est un signe quand même de retard démocratique très très impressionnant. Et donc tout ceci joue à plein avec les mesures qui ont été prises, et on en a eu quelques exemples. D'abord avec à l'époque M. Juncker qui avait expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de vote démocratique contre les traités, puis Mme von der Leyen qui a expliqué à l'occasion de l'élection de Mme Giorgia Meloni en Italie que si jamais l'élection se passait mal, l'Europe avait des moyens de présenter, de sanctionner éventuellement. Et on sait que ça a été fait aussi, c'est le cas depuis longtemps, vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis de la Hongrie. Donc cet autoritarisme central de Bruxelles, on le voit, il est croissant chaque année qui passe. Un autoritarisme des institutions de l'UE qui arrive toutefois après un flou sur un tas de sujets. Vous l'expliquez, leur tâtonnement dans la gestion de la pandémie, leur incapacité à voir venir l'invasion russe en Ukraine, leur impréparation stratégique et énergétique à la survenance de la guerre. Vous l'expliquez comment, avant cet autoritarisme, cet amateurisme ? C'est difficile d'y trouver une seule explication. Il y a beaucoup de... Le grand problème de ces institutions européennes, déjà, c'est qu'elles sont très largement... elle représente très largement les idées principalement d'une partie de l'Europe et de la population européenne, qui est ce que j'appelle l'espace rhénan, c'est-à-dire cet espace qu'il y a entre le Benelux, on va dire, donc Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, et surtout l'Allemagne, en particulier l'ex-Allemagne de l'Ouest. C'est tout cet espace-là qui dirige, et qui a un certain nombre de cadres mentaux qui s'imposent depuis longtemps, qui est le fait de redouter la guerre, déjà, ça c'est à cause de l'expérience allemande, qui a fait qu'ils ont laissé leur armée en état de délabrement assez avancé pendant longtemps,
Les mêmes difficultés au plan énergétique avec des problèmes, je pense qu'on y reviendra après, sur la vision des politiques énergétiques par ces élites-là aussi, qui sont souvent imitées par une autre partie de l'Europe. Et tout ça qui sont des choses qui n'étaient pas du tout en accord, qui étaient même contraires à l'évolution de la situation stratégique. Le fait de rechercher en particulier le gaz russe et de se mettre dans la main du gaz russe, c'était des difficultés que des observateurs extérieurs avaient vues. On peut citer Donald Trump notamment, qui 2 ans avant l'invasion en Ukraine a rappelé que l'Allemagne était en train de se mettre poings liés avec le gaz russe, tout en demandant à l'OTAN, donc en particulier aux États-Unis, de la défendre. Donc il y a eu véritablement tout un tas de facteurs assez profonds, à la fois psychologiques en raison de l'héritage historique et aussi des facteurs économiques, tout simplement parce que l'armée ça coûte cher et que quand on se dit qu'on peut utiliser l'argent pour faire autre chose, pour financer des systèmes sociaux, des systèmes de retraite, en particulier avec une population qui vieillit, notamment comme l'Allemagne, mais c'est le cas de beaucoup de pays en Europe, eh bien c'était des choix préférables. Et en tout cas, on n'a jamais tendance à faire les choix difficiles tant qu'ils n'ont pas l'air de s'imposer de manière urgente. On voit 2 États membres de l'Union européenne aujourd'hui discuter d'envoi d'armes, genre chars ou avions de chasse à l'Ukraine. C'est la France et c'est l'Allemagne. Comment ça se fait que là, sur ce volet-là, Ursula von der Leyen ne soit pas illustrée comme elle l'avait fait auparavant ? Alors, je pense que là, la question a été véritablement reprise en main par les États parce que ce sont eux qui, traditionnellement... On parle véritablement d'intérêts nationaux importants. Parce que ce soit la France ou que ce soit l'Allemagne, on parle de pays qui ont un complexe militaro-industriel qui existe. Paradoxalement, alors que c'est un pays moins guerrier, on va dire, dans les 50 dernières années, du côté de l'Allemagne, a eu beaucoup plus de réussite dans la vente de ces matériels, en particulier Léopard, que la France. Mais donc, il y a des perspectives de marché qui sont à trouver. Et là-dessus, je pense qu'à l'échelle européenne, il n'y a pas vraiment de questions qui se posent. Et en plus, comme très rapidement, il y a des pays qui ont pris leur envol un petit peu tout seuls de leur côté, comme la Pologne, par exemple, qui a fourni énormément de matériel sans se poser de questions, mais sans demander d'autorisation européenne. Ça, pour le coup, c'est une question qui assez rapidement a échappé. Sur l'état de droit, les élites nationales et bruxelloises l'invoquent à tout bout de champ. Vous le trouvez d'une extrême confusion, cet état de droit européen. Qu'est-ce qui vous trouble ? Alors, ce qui me trouble, c'est un problème de vocabulaire, en fait. C'est qu'en France, ce qu'on appelle état de droit, ça a, en théorie juridique, plusieurs traductions et qui ne mentionnent pas du tout la même chose. Traditionnellement, ça désignait plutôt ce qu'on appelle le rule of law dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire le règne du droit, le règne de la loi. Le règne de la loi, c'est l'idée que tout État doit respecter ce qu'on peut appeler le droit naturel. C'est-à-dire que le droit est une chose qui existe, le juste existe, et le rôle d'un système juridique, c'est de l'identifier et de le respecter. Un petit peu comme les lois de la physique, mais en l'occurrence, c'est les lois du juste, pour ainsi dire. Donc le juste est quelque chose d'extérieur. Philosophiquement, c'est une idée préalable vraiment fondamentale. Alors que il y a l'autre traduction de ce terme-là, c'est la traduction allemande, c'est le Rechtsstaat. C'est l'état de droit, c'est l'État qui dicte le droit. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit qui est quelque chose d'extérieur à l'État, c'est l'idée que tout ce que doit faire un État doit être légal. Mais inversement, ça veut aussi dire que pour que l'État fasse ce qu'il veut, il suffit qu'il fasse une loi pour. C'est-à-dire que c'est une vision tout à fait positiviste du droit, et en gros, un État peut faire ce qu'il veut, à condition de l'intégrer dans un cadre légal. Il suffit de prendre un règlement, de faire voter une loi par un Parlement, éventuellement aux ordres, pour pouvoir faire à peu près n'importe quoi. Et donc ce sont 2 visions qui sont totalement différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vision à l'échelle de l'Europe, c'est plutôt la vision allemande qui est défendue, et d'ailleurs, tout simplement parce que culturellement, comme Mme von der Leyen, par exemple, parle elle dit Rechtsstaat, puisqu'elle est allemande, alors que cette idée-là, c'est une idée véritablement qui marque la souveraineté juridique, mais de manière assez absolutiste, en fait. C'est l'idée qui était défendue chez nous au XVIIe siècle ou sous Louis XIV, qui était que l'État, le prince... Et on disait princeps legibus solutus, le prince est délié des lois, c'est-à-dire que le prince fait ce qu'il veut, il n'a pas à obéir lui-même à ses propres lois. Et la souveraineté, c'est l'idée qu'on peut changer la loi quand on veut. Alors que la vision anglo-saxonne, c'est une vision post-révolutionnaire, c'est une vision parlementaire qui est née à la suite de la glorieuse révolution, et qui donc est centrée sur le respect authentique du droit individuel et des libertés collectives. Mais là, on voit que dans l'Union européenne, c'est donc l'État
c'est l'administration européenne qui crée son droit, mais ça ne l'empêche pas de violer ce droit. Alors, en prenant des prérogatives toujours plus importantes hors des normes. Voilà, mais justement, c'est que c'est un problème de souveraineté interne qui se pose à l'intérieur de l'Union européenne, et c'est ce qui se passe dans toute l'histoire de tous les pays, en fait, c'est de savoir à qui appartient le pouvoir. Tant qu'on n'a pas de véritable constitution, à qui appartient le pouvoir? Bon, de constitution, on n'en a pas fait en Europe, mais du coup, ça laisse un vide que la Commission, par mouvement logique, j'ai envie de dire, tente d'exploiter. C'est ce que fait toujours un exécutif qui n'est pas limité par une constitution. Vous évoquez aussi le succès de la culture des élites bruxelloises auprès des populations des États membres. Cette culture des élites, c'est quoi? C'est l'écologisme, le multiculturalisme, un certain féminisme radical. Et pourtant, les Français et les Hollandais, dans mon souvenir, avaient voté contre cette constitution européenne en 2005. Donc on vote contre, mais en même temps, on adhère à l'idéologie bruxelloise. Voilà, alors l'idée notamment que ce soit, alors, pour des raisons un petit peu différentes, mais pour les Hollandais comme pour les Français, c'était un attachement à la souveraineté. Chez les Hollandais, c'est quelque chose qui est très très ancien, ça remonte au XVIe siècle avec les Provinces-Unies. Ils n'ont jamais trop aimé être soumis à une puissance étrangère, et chez la France, c'est la souveraineté française, c'est quelque chose qui a toujours resté très important. Néanmoins, le problème, c'est effectivement à l'échelle culturelle parmi les élites. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, ce qui est devenu la culture globale des élites européennes, c'est-à-dire les élites européennes au sens les élites de l'Union européenne, élites dirigeantes, mais aussi les élites à l'intérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire les élites dans les capitales, les populations urbanisées qui développent tout un peu le même type d'idées. C'est pour ça que ça a des succès électoraux. C'est qu'en réalité, moi je présente ça un petit peu différemment, c'est que c'est une forme de distinction sociale. C'est-à-dire que tout ce qui est les idées défendues à l'échelle européenne, vous l'avez dit, l'écologisme, le multiculturalisme, le LGBTQisme, ce genre de choses, ce sont en fait... C'est tout simplement le mode de vie naturel des zones très urbanisées dans le monde d'aujourd'hui. Et la zone la plus urbanisée d'Europe, c'est justement le siège du pouvoir européen, c'est-à-dire cet espace rhénan, je disais, qu'on appelle la mégalopole européenne. C'est cet endroit qui est le plus urbanisé d'Europe. Et donc, où finalement, le fait, on le sait, les endroits les plus multiculturels sont les grandes capitales cosmopolites, parce que c'est elles qui attirent principalement les immigrés, en particulier qui vont y travailler, et notamment servir de petites mains aux élites urbaines de ces endroits-là. Le LGBTQisme, ça vient tout simplement du fait que ce sont les capitales, les grandes villes sont les seuls endroits où il peut y avoir une concentration de population suffisante pour qu'il y ait des communautés homosexuelles qui apparaissent, puisque comme les homosexuels représentent toujours quelques pourcents d'une population, dans les campagnes ou les cités éclatées, des communautés peuvent difficilement se constituer, ils ne se retrouvent pas au même endroit. Donc c'est lié au mode de vie urbain. Et enfin, derrière l'écologisme, ce qu'il y a surtout, c'est toute l'idée qu'il faut privilégier le train sur la voiture, il faut privilégier le vélo, etc., qui ça sont justement des choses qu'on ne peut faire qu'en milieu urbain. Et donc ce que j'explique, c'est qu'en fait, tout simplement, toute élite a toujours tendance à prendre et à considérer comme mode de vie noble ce qui est son mode de vie à elle, et comme de vie ignoble ou vilain, comme on disait, le mode de vie provincial. Et donc c'est devenu en fait un critère de distinction sociale qu'on a habillé de moraline pour en faire une espèce d'idéologie, en disant c'est mieux, c'est plus civilisé, etc. Mais l'idée fondamentale, c'est qu'en fait, tout individu d'une ville moyenne d'Europe, que cette ville moyenne soit en France ou en Pologne ou ailleurs, qui se prendra d'imiter les idées des élites centrales, ce sera par moyen de distinction sociale. Ouais. Notamment pour dire, moi je suis plus comme les gens qui nous dirigent que comme les gens qui sont dirigés, c'est-à-dire mon voisin du petit village, etc. Et je les compare à ces hobereaux de province sous l'Ancien Régime qui passaient leur temps à vivre pratiquement la même vie que les paysans, mais qui tenaient à être au courant de la mode de Versailles et à s'habiller en fonction de cette mode pour montrer qu'ils appartenaient à l'autre classe, même si dans les faits, c'était pas véritablement signifiant. Ouais, vous dites, au-delà des idéologies, l'important est d'afficher son adhésion et son appartenance à la culture du centre de pouvoir. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant chez les élites françaises, et que cette espèce de fascination qu'on voit pour les idées politiques, notamment allemandes, puisque c'est l'Allemagne qui domine dans cet espace-là, vient du fait que, à partir de la fin de la chute de l'URSS, en fait, c'est là qu'il y a le grand basculement et que l'Allemagne devient vraiment le centre de l'Europe. Il y a eu un déclassement, une forme de provincialisation de la France à l'intérieur de cet ensemble européen, et que nos élites ne l'ont pas compris. Et donc, elles surjouent le fait d'être des élites européennes
pour essayer de compenser ou de faire oublier le fait que la France n'a plus dans l'Europe le poids qu'elle avait il y a 30 ans. On sait à l'échelle nationale, nos États-nations ont 2 chambres, une chambre haute, une chambre basse, sauf pour l'organisation européenne. Là, il n'y a qu'un seul Parlement. Comment est-ce que vous expliquez ce retard démocratique ? Alors ce retard, il vient de la façon dont on a construit l'Union européenne. La France n'est pas exempte de responsabilité dans ce système-là parce que, je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la Constitution française elle-même, on a une vision de la démocratie en France qui est problématique, justement parce qu'elle ne respecte pas les standards démocratiques traditionnels, on va dire, de l'Europe. Et à l'échelle européenne, on a beaucoup refusé l'instauration d'une vraie démocratie européenne, justement parce qu'on avait peur que cela prive du pouvoir le régime français, en particulier la présidence de la République, cette espèce de monarchie républicaine. Donc on a notre rôle là-dedans. Maintenant, il y a aussi le fait que, comme on a, finalement l'Union européenne reste une espèce d'État en construction, un petit peu bâtard, on n'a pas encore admis le fait qu'il fallait aussi une représentation territoriale. Donc on a un Parlement européen qui représente l'Assemblée de base, on va dire, qui est censée représenter le peuple européen, mais qui ne s'est pas associé une forme de Sénat, ou alors on considère que le Sénat c'est le Conseil européen, mais là encore c'est problématique puisque c'est pas élu, c'est un ensemble de pouvoirs exécutifs. Et donc moi je mets ça en rapport dans le schéma normal de la construction des grands États-nations justement, avec le fait que tous les grands États-nations européens, avant de faire leur révolution finale, que la France a fait en 1789, que les Anglais ont fait un siècle avant, que les Allemands ont fait un siècle et demi après, il y avait une assemblée principalement. Chez nous, par exemple, c'était les États généraux. Chez les Anglais, c'était le Parlement modèle, etc. Et on en est encore à ce stade-là, c'est-à-dire celui où on n'a qu'une seule assemblée, où on n'a qu'un embryon de représentativité démocratique et pas un système démocratique complet, ce qui implique plusieurs organes qui s'articulent les uns avec les autres. Alors justement, à propos de révolution, vous dites que l'Union européenne a les caractéristiques d'un État-nation à la veille d'un mouvement de révolution nationale. Donc vous parlez d'État-nation. Déjà, pourquoi vous voyez l'UE comme un État-nation ? Alors, je vois surtout l'UE comme un État-nation en construction, on va dire. Elle est à la veille de le devenir. Parce que ce que j'explique sur la construction de tous les États-nations, c'est fait pareil partout en Europe. Souvent, on a tendance à dire que la France est exceptionnelle parce que ça, on n'a pas fait pareil chez nous. En fait, tous les États-nations sont construits pareil. C'est-à-dire qu'on part d'un système qui est l'éclatement médiéval féodal, en fait, et on a donc la construction d'États qui sont apparus. Je ne vais pas entrer dans le détail des implications géographiques, mais au plan institutionnel, on a des monarchies qui se sont construites, qui étaient à base des monarchies féodales, donc qui dépendaient sur des liens très primitifs, et qui sont sortis de la féodalité en créant justement cet organe représentatif central. Les États généraux, le premier Reichstag dans le Saint-Empire romain, etc. Et les États-nations se construisent en homogénéisant, en fait, culturellement, un espace, que ce soit linguistiquement, que ce soit dans les échanges de population entre les provinces et la capitale. Et lorsque cette homogénéisation est suffisante, c'est à ce moment-là que la démocratie peut apparaître, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans un État qui est encore de type impérial. Et donc ce que j'explique, c'est tout simplement que tous les États-nations se construisent comme des empires, mais ce sont des empires qui ont suffisamment vieilli pour devenir culturellement très homogènes. Et à ce moment-là, il y a ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale, c'est-à-dire celui qui va venir transformer un empire qui n'a pas encore tout à fait trouvé ses frontières et qui les cherche encore, et souvent qui cherche encore à s'étendre, ce qui était encore le cas du Royaume de France au XVIIIe siècle, qui va le transformer en une démocratie qui a conscience de ses frontières et qui finalement admet ses frontières dans la vision collective qu'elle a d'elle-même. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand on perdra plus tard l'Alsace-Lorraine, ça sera un traumatisme parce que c'était des Français. Mais ce n'était pas juste une province qui obéissait au roi. Voilà. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, le fait par exemple que la langue ne soit pas totalement unifiée, ce n'est pas forcément un problème puisque, comme je le rappelle, en 1793 encore, c'est-à-dire qu'au moment où on crie « Vive la nation » partout en France, il y avait encore que 20% de la population qui parlait effectivement le français. On dépasserait les 50% que 50 ans plus tard et on arriverait à peu près 100% qu'au début du XXe siècle. Donc le fait qu'il y a encore un éclatement linguistique en Union européenne, c'est pas forcément un problème, surtout que les grandes langues sont déjà parlées à plus de 20%, je pense au français, je pense à l'allemand notamment. Et alors justement, entre le temps où il y a ce triomphe de l'Empire national et le début du mouvement de révolution nationale, vous parlez de 40 années.
on est à peu près à 40 années aujourd'hui, si on parle des années 80 avec l'acte unique. Voilà. C'est ça serait ça le début du triomphe de l'Empire. C'est ça, de l'Empire européen. C'est effectivement l'ordre de grandeur qu'on observe dans tous les cas que j'ai détaillés dans l'histoire de l'Europe, que j'expose dans le livre. En fait, je pense que ça doit être lié au passage des générations, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à 1-2 générations qui a vécu dans ce système-là, le cadre de référence est devenu le nouveau cadre de référence. C'est-à-dire on ne pense plus à l'échelle provinciale, on pense à l'échelle nationale. En l'occurrence, on ne pense plus à l'échelle nationale, on pense à l'échelle supranationale qui est l'échelle européenne. Et je pense que c'est très clair dans tous les débats, je l'ai dit sur l'homogénéisation culturelle des élites, on y est. Tout le monde, dans toutes les villes européennes, pense à peu près la même chose, à des degrés un petit peu divers, mais c'est les mêmes références qu'on a, les mêmes cadres culturels, le même cadre politique qui s'imposent. Et effectivement, on est une trentaine d'années après le triomphe de cet empire européen, en fait, qui s'est constitué, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est véritablement au lendemain de la chute de l'URSS, qui a été en grande partie vécu justement comme une victoire de l'idée européenne, qui en a profité pour s'étendre, en fait, dans un système plus ancien. Ça aurait représenté la défaite de l'Empire russe et la conquête de certains de ces territoires par l'Union européenne. C'est ça qui s'est passé, qui a avancé vers l'Est. Or, cette avancée vers l'Est, elle s'est faite surtout au profit de l'Allemagne, puisque c'est dans la continuité de l'espace allemand, la grande plaine d'Europe du Nord. Donc c'est là, notamment l'Allemagne a beaucoup profité économiquement du fait de pouvoir travailler économiquement avec la Pologne, avec cet espace-là. Et en plus, en se projetant, en essayant cette espèce de partenariat avec la Russie, c'est là que, je disais tout à l'heure, le basculement du centre de gravité de l'Europe a basculé définitivement du côté allemand, en laissant la France un petit peu en arrière. Et où cet empire européen s'est vraiment constitué autour de l'espace rhénan que je mentionnais tout à l'heure. Et alors, c'est quoi les symptômes de ce mouvement vers une révolution nationale ? Alors, il y a 3 conditions. Il y a une condition fondamentale que j'évoquais juste avant, c'était le fait qu'on ait atteint un degré d'homogénéité suffisant pour que les grandes questions politiques se posent à cette échelle-là. L'arrivée à maturité de l'État-nation. Voilà, donc là, on y est, je l'ai déjà expliqué. Et ensuite, il y a 2 phénomènes conjoncturels. C'est le fait que le pouvoir central, ce pouvoir impérial, soit discrédité par une crise, par le fait que tout d'un coup, il n'apparaît plus comme le plus efficace pour mener le projet collectif. Est-ce qu'on en est au discrédit relativement quand on regarde avec le Covid et cette guerre en Ukraine ? Je pense qu'on est en train de le voir effectivement. En particulier, notamment, quand on voit à quel point, sur tous les plans, le modèle allemand s'effondre comme un château de cartes depuis un an, avec l'idée que le système énergétique tel qu'il a été géré, ça ne marche pas, que la fin, ce qu'on disait tout à l'heure, la fin du développement militaire, ça ne marche pas, ça laisse déshabiller face à des puissances. Et du coup, c'est un petit peu aussi une humiliation pour l'Europe, le fait qu'on repose tellement sur les Américains pour venir gérer la crise. Parce qu'en fait, l'essentiel du matériel, l'essentiel de l'argent a été déversé par les Américains. Alors il y a la manière de voir de certains qui est de dire que c'est une espèce d'impérialisme américain qui vient chez nous, mais il faut bien considérer aussi que c'est le fruit de l'incurie européenne, qui est justement le fait qu'on n'a pas les armes, qu'on n'a pas les budgets militaires et qu'on n'a pas de quoi réagir nous à cette crise, et donc on est obligé on laisse l'espace finalement aux Américains. Hein. C'est une défaite de nos élites de ce côté-là. Un peu de la même manière, et dans un autre rapport, que la France, avec les manques d'investissement, de poursuite de sa politique nucléaire par exemple, s'est retrouvée un petit peu à la merci du système européen. C'est dans les mêmes difficultés. Donc là, il y a le discrédit. Et l'autre condition, étape, c'est la ruine financière. Ouais. Ou en tout cas, l'incapacité de faire face financièrement. Pourquoi ? Parce qu'un régime de ce type-là, s'il est discrédité mais qu'il a encore de l'argent, il peut se maintenir. S'il est ruiné, mais qu'il n'est pas discrédité, les gens seront prêts à faire des efforts pour le soutenir et le maintenir. Mais s'il est à la fois discrédité et ruiné, là, il s'effondre et on a un changement d'élite qui s'opère nécessairement. On constate que les partisans du séparatisme aujourd'hui à l'égard de l'UE sont devenus marginaux. On voit qu'il n'y a plus de grands partis séparatistes, de grands partis pour un Frexit ou pour un Italexit, etc. Les sanctions contre la Russie qui sont en train de paralyser l'Europe peuvent-elles inverser cette tendance ?
Alors ça, je ne le pense pas. Semble-t-il en particulier que les sondages qu'on a montrent qu'il y a un soutien des efforts qu'il y a à faire en direction de l'Ukraine. Je pense qu'il y a une espèce de, malgré tout, comme l'Europe se voit justement comme cette espèce de nouvel ensemble étatique, qu'il y a aussi un nationalisme européen qui émerge, et il y a l'idée que si l'Europe arrivait à s'imposer en Ukraine, même contre la Russie, ça serait une victoire européenne. Et donc il y a un début, pour moi, en tout cas un embryon de nationalisme européen à ce sujet-là. Le problème, je ne pense pas que ce sera un réveil des séparatismes. Par contre, ce que je pense justement, c'est que comme maintenant tout le monde pense dans le cadre européen, ou pense de plus en plus dans le cadre européen, ce qui va apparaître, c'est de plus en plus fort la volonté de rééquilibrer les relations à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà le cas avec des pays comme l'Espagne et le Portugal qui sont sortis du système énergétique intégré qu'il y avait parce que ça leur posait trop de difficultés. Nous, en France, c'est une question qu'on pose, on n'a pas encore sauté le pas. Il y a d'autres pays qui, de plus en plus, portent leur propre discours, notamment la Pologne. Et donc, vraisemblablement, on va plutôt, selon moi, plutôt que vers une sortie, on risque de voir apparaître un clivage entre les pays qui tiennent l'Europe depuis 30 ans, donc cet espace central, l'Allemagne, Benelux. Le Benelux, et ce qu'on doit appeler la périphérie européenne, c'est-à-dire à la fois les traditionnels pays du Sud, les pays du groupe de Visegrad. Et je pense que jusqu'ici, ce qui empêche ce basculement total, c'est en particulier la position de la France, qui n'a pas encore compris qu'elle n'est plus dans le cœur dirigeant de l'Union européenne, mais qu'elle est devenue quelque part le premier des pays périphériques. Et je pense que c'est un rôle qu'on n'assume pas encore, alors que c'est ce qui est nécessaire justement pour organiser la recomposition interne de l'Union européenne. Alors, vous dites que la seule voie pour retrouver une démocratie souveraine, c'est l'échelle européenne. Mais est-ce que les élites européennes sont prêtes à des réformes de fond allant dans ce sens ? Alors, je ne pense pas. En tout cas, les élites dirigeantes européennes. Ce qui caractérise toutes les révolutions nationales dont je parlais, c'est jamais toutes les élites qui sont évacuées au profit de toutes les nouvelles élites. C'est la partie, on va dire, la plus ancienne, la plus sédimentée, ou la plus racornie, si vous voulez, des élites, qui est virée par une autre partie des élites. Il y a une scission des élites qui apparaît à un moment. Pour vous la faire tout simple, l'exemple facile à la Révolution française, c'est le fait qu'à la veille de la Révolution, la haute bourgeoisie et la noblesse traditionnelle n'étaient pas deux catégories totalement différenciées. C'était des catégories entre lesquelles il y avait des mariages. La haute bourgeoisie avait tendance à monter dans la noblesse grâce à son travail dans l'appareil d'État, etc. Et pourtant, du jour au lendemain à la Révolution, la bourgeoisie qui composait notamment la Convention nationale, par exemple, qui composait les élus des États généraux, se met à guillotiner la noblesse, c'est-à-dire à évacuer une partie, ce qu'elle estime la partie des élites qui n'a plus rien à faire là. Donc il faut bien comprendre que toute révolution comme ça, c'est pas le peuple qui va juste évacuer les élites. C'est dans les élites, et entre ce que j'appelle les élites dirigeantes et on va dire les élites inférieures, c'est-à-dire celles qui économiquement sont puissantes, qui souvent sont le premier soutien des élites dirigeantes, tout d'un coup lâchent ces élites dirigeantes et décident de prendre leur place. Donc c'est une forme de guerre civile au sommet, si interne, vous voulez. Oui. Voilà. Interne aux institutions. Et d'ailleurs, vous parliez, je vous entendais évoquer le fait que les citoyens des États membres de l'Union européenne se pensent européens. En tout cas, s'il y avait une citoyenneté européenne, ils y adhéreraient. Voilà, c'est ce que tendent à m'enterrer. Alors, il y a un sondage de 2019 que j'ai partagé récemment sur Twitter. J'ai aussi fait une vidéo sur YouTube à ce sujet, parce que j'ai une chaîne YouTube. En réalité, depuis tous les sondages qui sont depuis une dizaine d'années sur cette question, et avec des formulations à peu près équivalentes, on voit qu'il y a une progression régulière de la manière dont les gens se sentent justement acteurs ou simplement subir, mais quand on subit, on est aussi un acteur passif, à l'échelle de l'Europe. Alors, comment mettre les institutions européennes en accord avec les canons de la démocratie continentale européenne ? Alors, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a principalement deux réformes. Enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire qu'elles ne sont pas très importantes et profondes. Mais alors, la première, c'est qu'il faudrait que le Parlement européen ait l'initiative des lois.
à l'échelle européenne, ce qui n'est pas le cas pour Aujourd'hui, l'instant. c'est la Commission Ce qui a n'est l'initiative que la totale Commission, voilà, et le Parlement enregistre, vote. Voilà, c'est quelque chose de très arriéré. Si vous voulez, nous, sous la Restauration, en France, donc après la Révolution française et avant la Révolution de 1830, c'était encore ça. C'est-à-dire c'était le roi qui avait l'initiative des lois. L'initiative partagée, c'est la première conquête d'un système parlementaire. Donc, l'initiative des lois, elle devrait être obtenue par le Parlement européen, avec aussi une vraie responsabilité de la Commission européenne qui devrait devenir une émanation du Parlement européen et pas être nommée par les exécutifs nationaux, parce que ça aussi c'est un problème. Et à côté de ça, améliorer la représentativité du territoire européen. C'est à ça que doit servir ce qu'on appelle une chambre haute, un Sénat. Si donc créer une deuxième chambre à côté de l'actuel Parlement. Voilà, parce que la difficulté du Parlement européen, c'est qu'il est élu au strict suffrage universel. On sait que la stricte élection proportionnelle au suffrage universel, ça favorise les concentrations urbaines, la population urbaine, et on sait qu'elle est majoritaire, au détriment de la province. Et en plus, le problème, c'est qu'on sait qu'il n'y a qu'une petite partie de la population qui vote aux européennes, c'est vrai en France et c'est vrai ailleurs, et généralement, c'est la population urbaine qui est surreprésentée. Donc le Parlement n'a pas une représentativité correcte de la population européenne dans son ensemble, et donc une forme de Sénat européen qui prendrait plus compte des territoires et qui pondérerait la démographie par la géographie, comme fait le Sénat américain par exemple, je pense que ça irait dans le bon sens. Mais est-ce qu'on irait vers davantage de fédéralisation en supprimant les cours des États membres ? Les chambres des États membres. Alors, je ne pense pas qu'il faille le faire. Je pense pas qu'il faille le faire. Je pense que c'est important que les États membres conservent leurs institutions, qu'il y ait une forme de ce qu'on appelle la subsidiarité à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on ne traite qu'à l'échelle européenne que quand c'est nécessaire de traiter à l'échelle européenne. Ce qui se fait d'ailleurs dans l'ordre constitutionnel américain, où les États conservent tout un tas de prérogatives très importantes. Et il y a des congrès par État, le congrès de Californie, le congrès, voilà. Et il y a des chefs locaux qui sont comme des chefs d'État locaux, les gouverneurs servent à ça aux États-Unis. Donc, dans un État fédéral, vous n'êtes pas obligé de laisser tomber les institutions que vous avez chez vous et de tout faire passer à l'échelle européenne. D'ailleurs, de la même manière qu'aujourd'hui en France, on a encore des parlements régionaux, par exemple. Philippe Fabry, donc, après avoir constaté, analysé le déficit démocratique des institutions européennes, on verra après la pause justement le déficit démocratique de nos institutions à nous, Français. On continue notre entretien avec Philippe Fabry pour évoquer maintenant cet ouvrage. L'avant-dernier que Philippe Fabry ait publié, c'est donc Le président absolu, la Ve République contre la démocratie. Et justement sur la Ve République, Philippe Fabry, vous dites ceci: ce n'est pas un hasard si les crises sociales et politiques se multiplient. Chaque nouvelle occurrence étant plus virulente et plus longue que la précédente, l'amplification paraissant nous mener à une crise finale, aboutissant à la chute de la Ve République. Et vous dites aussi, la France est de plus en plus gouvernée comme un État policier, c'est-à-dire dans le cadre légal de l'État d'exception. Et tout cela, ce manque, ce déficit démocratique dans la Ve République, vous le faites remonter à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ça a été décidé en 1962. Avant, c'était de manière indirecte. Vous dites, ce passage de l'élection du président d'un mode indirect à un mode direct, c'est une monstruosité au sens littéral du terme. Expliquez-nous ça. Alors oui, monstruosité, c'est dans le sens où c'est une chose qui est une anomalie déjà dans le concert des nations européennes et qui vient en fait comme déséquilibrer totalement le jeu des institutions. C'est-à-dire que ce que je rappelle dans ce livre, c'est que ce qui fait un régime démocratique moderne fonctionnel, c'est un certain équilibre non seulement des pouvoirs, mais des institutions. C'est-à-dire qu'en fait, moi je compare ça à une chaudière ou n'importe quel appareillage. Je dis que vous pouvez avoir dans deux appareils tous les mêmes organes, vous pouvez avoir le même tuyau, le même moteur, le même machin, mais en fonction de la façon dont vous les branchez, soit ça marche et soit ça marche pas. Et le problème, et donc c'est une question d'équilibre en fait, de balance des pouvoirs. Et le problème de l'élection du président de la République au suffrage universel, compte tenu des pouvoirs qu'il a, en plus, parce que c'est les pouvoirs qu'il a plus son élection au suffrage universel, déséquilibre totalement le système et fait qu'on a effectivement une constitution de régime autoritaire dont on retrouve l'équivalent, enfin la plupart des pays qui ont le même type de constitution,
que ce soit la Russie, la Biélorussie, la Syrie, l'Égypte, ne sont pas les plus grands exemples de démocratie fonctionnelle qu'on connaisse. Oui, c'est un régime hyper présidentialiste, la Russie. Voilà, c'est-à-dire que ce que je dis, mais en général, c'est souvent le cas. Ce qu'on appelle, on appelle ça, en plus, il y a une escroquerie dans le nom qu'on lui donne, parce qu'on appelle ça un régime semi-présidentiel, donc l'image de quelque chose France, de modéré. Voilà, nous avons fait, là où les autres ont tendance à être présidentiels ou parlementaires, nous avons fait semi-présidentiel parce qu'on est modéré. On a trouvé quelque chose de vachement mieux que les autres parce qu'on est plus intelligent. Donc c'est très équilibré, on est français. Voilà. Sauf qu'en réalité, un régime semi-présidentiel, c'est toujours un régime hyper présidentiel dans lequel tout un tas de garde-fous normalement qui ont été trouvés par la pratique de la tradition démocratique européenne n'existent pas. Ouais. Et sur cette élection, vous dites plus d'apparence de démocratie peut en réalité signifier moins de démocratie. Voilà. En fait, on a voulu donner tous les pouvoirs au chef de l'État, au président de la République, en oubliant le rôle que pourra avoir le Premier ministre. Voilà, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle aussi le régime plébiscitaire, qui est une question dont on se souvient. On pensait l'avoir déjà tranché à l'époque de Napoléon III, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est justement le suffrage universel qui a amené Napoléon III et qui a tué la Deuxième République et qui a fait apparaître le Second Empire. Donc on savait qu'il fallait se méfier de ce type-là d'élection parce que c'est également ce qu'on peut appeler comme à la base des démocraties populaires, qui en général n'en sont pas, c'est-à-dire où la totalité du pouvoir finalement se retrouve dans un seul homme censé incarner la totalité du peuple. Et on sait que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait c'est un retour à la monarchie, dans laquelle on attend tout d'un seul homme et dans laquelle on espère qu'il aura toujours la bonne idée, la bonne inspiration et qu'il trouvera toujours la bonne chose à faire. Et d'ailleurs, ça donne un résultat assez fascinant, je trouve, c'est que de plus en plus, à l'occasion de n'importe quelle réforme, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait un bon président, qui était un débat, moi qui suis historien des idées et des institutions, c'était la grande question pendant très longtemps, notamment sous la monarchie absolue, qu'est-ce qui fait le bon prince ? Parce que la grande question de sciences politiques, pendant longtemps, c'était ça. Et en fait, on a fini par comprendre que cette question n'avait pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon prince, et donc ce qu'il faut faire, on l'a dit avec Montesquieu, c'est qu'il faut séparer les pouvoirs, parce qu'un bon prince, il n'y en aura jamais. Et donc en France, on a régressé au niveau où on se demande à nouveau qu'est-ce que c'est un bon président de la République. Un bon président de la République, déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas un président de la République tel que celui qu'on a. Et alors, donc 1962, passage au président élu au suffrage universel direct, et 2002, on est passé du septennat au quinquennat, donc, et en harmonisant le calendrier législatif et le calendrier de l'élection présidentielle, donc cela donne encore plus de pouvoir au président de la République. Voilà, alors c'est assez classique, c'est-à-dire qu'un régime a tendance à évoluer dans le sens de ses travers ou de ses caractéristiques fondamentales, et donc quand vous avez un régime qui est à tendance autoritaire, il va aller toujours plus vers la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul. Sachant qu'il y a une chose qu'on oublie beaucoup, dont on ne reparle plus, c'est qu'en soi, le passage de l'élection au suffrage universel en 1962 était une forme de coup d'État, puisque le général de Gaulle avait fait un référendum sur une question constitutionnelle en utilisant le mécanisme du référendum qui ne devait permettre que de faire que d'adopter des lois. Et à l'époque, d'ailleurs, ça avait été dénoncé par les parlementaires de l'époque, qui avaient qualifié ça de forfaiture, mais le général de Gaulle avait réussi à faire adopter ça de force, justement, en faisant des référendums. Après, on s'est dit, tout le monde a voté, donc c'est comme ça que ça se fait. Or, dans une démocratie, détruire les institutions en utilisant le référendum, ça ne se fait pas. Ça fait partie justement des déséquilibres dont on se méfie depuis le début. Et alors, autre principe fondamental de la République qui remonte à la Révolution française, c'est donc la séparation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et de ce point de vue, vous dites qu'on fonctionne un petit peu comme la Russie de Vladimir Poutine. Tout à fait. Et ça fait des années que je le dis d'ailleurs, donc même avant la question de l'Ukraine, etc. Et comme, encore une fois, comme d'autres régimes, comme même la Biélorussie de Loukachenko ou encore l'Égypte de M. Sisi, qui n'est pas un exemple de démocratie, ou l'Algérie, encore, l'Algérie aussi fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que le président de la République a le droit de dissolution contre le Parlement, alors que le Parlement n'a aucun moyen de sanctionner le président de la République, sauf cas très très rare destitution, haute trahison, etc. Mais enfin, je veux dire, ça n'arrive jamais. Le président de la République préside le Conseil des ministres, donc en fait c'est lui le vrai chef du gouvernement, parce que le chef du gouvernement c'est celui qui préside le Conseil des ministres, c'est pas les autres. Et dans les pays voisins, c'est pas le chef de l'État qui préside le Conseil des ministres, c'est le Premier ministre, ou le président du Conseil, enfin en fonction du nom que ça a. Et il n'y a pas de responsabilité véritable en pratique des gouvernements devant le Parlement, puisque la responsabilité c'est sur motion de censure,
Et il n'y a jamais, sous la Ve République, de motion de censure qui a été votée, sauf une en 1962, c'était justement au moment de ce coup d'État institutionnel du général de Gaulle. Donc ça avait été contourné par un référendum. Donc ce qui fait qu'en fait, le gouvernement n'est en définitive pas responsable devant l'Assemblée nationale. Voilà, et l'Assemblée nationale se trouve reléguée dans un État, finalement, elle est revenue à l'époque des États généraux, finalement, où elle avait presque un rôle essentiellement consultatif ou d'enregistrement. Sur cette dérive autoritaire de la Ve République, vous dites qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable de cette évolution, de l'évolution de notre pays, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la création de ce Conseil de défense sanitaire qu'il a créé lors de la crise du Covid, mais qui n'existe pas en réalité dans la Constitution? Alors, je dis qu'il n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul responsable. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une affaire de personne et que ce n'est pas en dégageant Emmanuel Macron qu'on réglera tout le problème. Ce que je dis, c'est que Emmanuel Macron est dans la continuité de ce qu'ont fait les autres avant, qui vont toujours effectivement dans le même sens, mais c'est particulièrement visible, c'est vrai, chez Emmanuel Macron, qui en plus est arrivé avec l'idée de présidence jupitérienne, etc. Donc idéologiquement, il était dans l'idée qu'il fallait renforcer tout ça. Je pense Nicolas Sarkozy avait un... Voilà, je pense que c'était moins le cas de François Hollande, qui avait une espèce de vieille tradition Troisième République, qui était assez, qui était dans cet esprit-là. Mais c'est vrai qu'entre Sarkozy et Emmanuel Macron, d'ailleurs, ils ont des proximités, je pense, ça se sent. Ils sont tout à fait dans cette idée-là. Donc effectivement, il y a eu le Conseil de défense sanitaire qui... Il y a un Conseil de défense dans la Constitution, mais pas de Conseil de défense sanitaire. Alors voilà, c'est pas forcément fait pour ça, surtout qu'effectivement, il y a une tendance à mettre des conseils de défense partout. Maintenant, il fait aussi des conseils de défense énergétiques. C'est-à-dire que c'est des conseils qui évitent de délibérer. Et puis, il y a effectivement une tendance à contourner toutes les mesures de la Constitution, contourner le Parlement, surtout. De plus, c'est-à-dire que non seulement le Parlement est généralement aux ordres, mais en plus, il le contourne et il passe à côté. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. On a un Parlement pour délibérer, on n'a pas besoin de faire une Convention citoyenne. Et maintenant, il a fait le Conseil national de la refondation. Donc, alors à chaque fois qu'il peut faire délibérer quelqu'un d'autre que le Parlement, il le fait. Et c'est en créant des organes ad hoc qui ne sont pas dans la Constitution et qui dépossèdent complètement le Parlement de sa nature, qui est censée être le cœur délibératif dans la démocratie française. Et pour donc remettre un petit peu les pendules à l'heure dans nos institutions françaises, vous proposez une sorte de retour à la Constitution de la Troisième République. La Troisième République, c'était 1870 jusqu'au 10 juillet 40. Là où on a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Qu'est-ce que cela restaurerait de la démocratie, cette Troisième République? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, pendant la Troisième République, c'est le moment de notre histoire, et la Quatrième République aussi, c'était le cas, tel qu'on la restaure. Parce qu'en fait, on a refait la Troisième. Disons qu'il y avait certaines habitudes qui avaient été prises sous la Troisième, qu'on a codifiées sous la Quatrième, mais c'était la même chose. Donc ça fait à peu près 90 ans pendant lesquels on a vécu selon les standards démocratiques européens. C'est-à-dire qu'on avait une constitution dont on voit encore aujourd'hui la trame chez les Allemands, chez les Italiens, chez les Espagnols. Un président faible, voilà, qui inaugure les chrysanthèmes, comme disait De Gaulle, je crois. Alors, qui peut faire un petit peu plus, effectivement, mais qui n'est pas censé, lui, détenir le pouvoir exécutif. Il est vraiment censé être le garant de l'équilibre des institutions. Et surtout, faire attention à une chose, c'est que on souffre beaucoup du fait que, et c'est ce qu'on me dit à chaque fois, oui, mais c'était le bazar, la démocratie ne fonctionnait pas, c'était paralysé. La Troisième République, c'est probablement le moment en valeur absolue où la France a été le plus puissante de toute son histoire. C'est elle qui a gagné la Grande Guerre, c'est l'époque de toutes les grandes lois sur la liberté de la presse. Puissance économique au début du XXe. Voilà, la puissance économique, c'est le moment où on est les co-inventeurs de l'automobile, de l'avion, de tout, on fait les expositions universelles, c'est vraiment une très grande époque. Il y a eu l'accident de 1940, mais le début des 30 Glorieuses, c'est également la Quatrième République qui restaure cet état démocratique-là. Et donc, oui, la Quatrième République, vous dites, c'est une suite de la Troisième. Voilà, en fait. C'est une suite, c'est la première moitié des 30 Glorieuses, et ça fonctionnait. Il y a eu des difficultés au moment de la crise d'Algérie, mais si De Gaulle avait fait ce pourquoi on l'a rappelé au pouvoir, c'est-à-dire faire admettre le départ d'Algérie, ce qu'il avait promis, et puis bon, après, je ne vais pas entrer dans le détail historique de la façon dont les choses se sont passées, mais la Quatrième aurait tout à fait survécu, et on vivrait encore sous ce régime aujourd'hui. Donc, il y a aussi, la Cinquième République s'est aussi imposée en noir, sans créer une espèce de légende noire de la Troisième et la Quatrième République qui aurait été la cause de notre faiblesse. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas des régimes autoritaires qui viennent après une démocratie et qui se justifient en disant « oui mais regardez, avant c'était le bazar, nous on a restauré l'ordre ». Voilà.
Cette crise finale aboutissant à la chute de la Ve République, elle ressemblerait à quoi? Alors elle ressemblerait à tous ces systèmes de révolution qui fonctionnent, je pense, c'est-à-dire qu'on a à la fois la conjonction mais c'est pour le même schéma que ce que je disais pour l'Union européenne, c'est-à-dire une scission qui se fait entre les élites dirigeantes et les élites qui soutiennent, et d'autre part un mouvement populaire qui s'engouffre là-dedans et qui essaie de faire bouger tout ça. Aujourd'hui, on voit pas une telle chose. Alors, je crois qu'on voit des signes avant-coureurs. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit depuis, en fait, il y a déjà eu une première chose, c'est l'élection de ce Parlement très spécial aux dernières législatives qui ne donne pas de majorité absolue et de majorité même possible, pour ainsi dire, clairement. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que le peuple français était ravi du résultat de ces élections. Il y a eu des sondages qui ont montré que les gens étaient contents. Donc on sent malgré le fait que personne soit allé voter. Voilà, mais on sent que il y a la volonté d'avoir un Parlement plus actif déjà. Donc je pense que c'est une chose dont les parlementaires peuvent se saisir. Et un Parlement en trois parties, un petit peu comme c'était le cas sous la Troisième et la Quatrième. Voilà, parce qu'en fait une gauche, une droite et un centre. Voilà, parce que souvent on dit que c'est des choses qui empêchent qui rendent impuissant, mais en fait c'est pas que ça rend impuissant, c'est que ça rend impuissant quand on n'a pas suffisamment de soutien. Et au contraire, ça oblige à trouver des compromis. Ça aussi, c'est très important. On dit en France, on n'a pas la culture du compromis, que ce soit au niveau syndical, au niveau, etc. Mais c'est justement le problème des régimes très verticaux ils n'ont pas de culture de compromis parce que ce n'est jamais nécessaire. Alors que la démocratie, normalement, et en particulier les régimes parlementaires, sont une école du compromis. Donc, quand on sait qu'on est habitué à voir des parlementaires débattre entre eux... En Italie, on fait des compromis. En Allemagne, on fait des compromis. Voilà, il y a une proportionnelle. Tout à fait. Mais on fait l'erreur de croire que les gens font des compromis parce que culturellement, ils sont comme ça, alors que nous, on ne serait pas comme ça. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'on a fait des compromis pendant 90 ans comme ça fonctionnait chez nous aussi. Et en fait, cette culture-là, elle s'est étiolée en France parce que la pratique autoritaire du pouvoir a progressivement détruit cette culture du compromis. Et je pense qu'on voit des signes de ce que les gens veulent ça. Donc il y a cet aspect donc, du Parlement, les gens sont contents. Et puis surtout, il y a eu avant ça, les Gilets jaunes, on s'est aperçu que quelle était la revendication sur laquelle tout le monde était d'accord, au milieu d'une myriade d'intérêts et de revendications contradictoires, c'était plus de démocratie, qui a été mentionné dans l'idée du RIC. Mais l'idée, c'était le fait que les gens sentaient qu'il y avait un problème démocratique. Et qu'il y a quelque chose qui est encore dans les médias, et je pense pas bien expliqué, parce qu'à chaque fois, la réponse qu'on dit, oui, mais la France n'est pas une dictature, on est une démocratie. Et donc, ce que j'ai tenté vraiment d'expliquer dans ce livre, c'est... Dictature, c'est toujours un mot, c'est trop facile parce qu'on dit allez voir dans tel pays qui est une vraie dictature, on dit ah oui, c'est pas pareil. Donc pour ça, moi je préfère parler de régime structurellement autoritaire, ce qui est le cas, pour bien pointer le problème et aider les gens à avoir finalement clé en main une capacité à critiquer ce régime et qu'on puisse pas juste les renvoyer dans les cordes en disant non, une dictature c'est là-bas. Par exemple, une dictature c'est en Russie. Ben, si une dictature c'est en Russie, je suis désolé, le régime, la constitution russe structurellement, elle est similaire à la constitution française, donc ça veut dire qu'on a le même problème. Oui, les constitutionnalistes russes se sont inspirés du modèle français. Voilà, et donc c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que la France d'Emmanuel Macron, c'est un peu Poutine sans les canons. C'est-à-dire qu'on n'a pas ça, mais tout ce qui est au niveau difficulté sociale, incapacité d'être dans le dialogue parlementaire, etc., on a exactement les mêmes problèmes que n'ont pas nos voisins. Philippe Fabry, c'est déjà la fin de cet entretien avec vous. Je vais rappeler le titre de vos ouvrages à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Le président absolu, la Ve République contre la démocratie, et le dernier, la chute de l'Empire européen, chez Scripta Manant. Merci à vous, Philippe Fabry, d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en bas de cette vidéo, de nous laisser vos commentaires et de partager au maximum cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous, à bientôt.